go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 61e épisode du Facebook Podcast. Une victoire, un retour après la défaite contre les Ravens, 27-10 sur le terrain des Commanders. Et pour m'accompagner, pour en parler, Gonzague, Olivier et Kevin. Salut messieurs. Salut tout le monde. Hello, bonne année. Salut. Bonne année à tous, évidemment, comme tu l'as dit Gonzague. On espère que 2024 sera pour tout le monde personnellement une année pleine de bonheur, pleine de richesse et pleine de santé. Et puis pour les fans des Niners, évidemment, on espère que cette année nous amènera une 6e bague. Et dans ce sens-là, une 6e bague pourrait arriver en moins de matchs que les autres équipes, puisque nous sommes first seed, c'est officiel grâce à notre victoire combinée à la défaite des Eagles. Nous aurons une semaine de repos et nous aurons l'avantage du terrain pendant tous les playoffs. Kevin, t'as pensé quoi de ce match-là? Et puis même, tu penses quoi, cette validation du first seed alors qu'on a encore un match à jouer? Déjà, merci aux Cardinals et merci aux Seahawks. C'est quand même assez drôle que les Seahawks nous aient offert la première place il y a quelques semaines et que maintenant les Cardinals nous offrent le first seed. Qu'est-ce que j'ai pensé? Écoute, un match étonnamment où je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à retenir malgré tout. On fait pas une première mi-temps géniale. Ça pouvait même avoir des côtés un petit peu inquiétants. Et puis, comme d'habitude, dans la deuxième mi-temps, on replace les choses, on déroule et on écrase un adversaire qui était tellement en dessous de nous que c'en était anecdotique. Et puis, on assure l'essentiel avec cette défaite des Eagles qui nous fait tellement de bien. Donc là, c'est un petit peu l'hésitation. Est-ce qu'on donne 2 semaines complètes de repos aux joueurs ou est-ce qu'on finalement les fait encore jouer un petit peu? Ça va être l'hésitation, mais le match en lui-même, c'était une formalité et puis on a fait ce qu'on avait à faire finalement. Olivier? Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un match agréable à regarder, même si c'était le soir du 31 pour nous en France. Bon, pour Kevin, c'était moins compliqué, mais pour nous, c'était un début de soirée, milieu de soirée. Je l'ai regardé de façon un peu distante et je me le suis refait aujourd'hui avant l'émission. Et malgré le fait que ça soit une victoire, je trouve pas que c'est anecdotique. Déjà, il y avait quelque chose de très très important qui moi a retenu toute mon attention, c'est le quarterback lamentable qui était nullissime, qui avait fait un match dégueulasse, le pire quarterback de l'histoire de San Francisco. Comme j'avais dit la semaine dernière, il a fermé des bouches. Il a fermé des bouches. Il a rejoué c'est ce qu'on attendait tous les trois la semaine dernière. Il a fait. Donc ça, c'est le premier point. Donc le match de la semaine dernière, ces quatre interceptions, c'est du passé. Il a remis la marche avant. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, moi, j'ai trouvé qu'on avait une équipe qui était sûre de son fait, avec une capacité à marquer des points, à ne pas s'affoler quand il y a quelques petites erreurs. Ça va, c'est très bien. Moi, je suis très content de ce que j'ai vu. Et puis après, cerise sur le gâteau, on se retrouve avec la défaite des Eagles à être déjà qualifié. C'est ce que je souhaitais ardemment parce que on sait à quel point une saison est compliquée. On reparlera certainement de ça après. Et pour moi, c'est tout bénef. On a retrouvé le vrai Purdy. Comme le disait Kevin la semaine dernière, il y avait un petit doute. C'était une blague dans sa bouche. Mais voilà, on a retrouvé le vrai Purdy. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment qu'une petite anicroche. Gonzague? Je suis un petit peu embêté parce que je suis un petit peu entre vous deux. Je vais rejoindre quand même principalement Kevin, où franchement, certes, il y a la victoire au bout, et on en est tous heureux, bien entendu, surtout que les matchs à côté ont joué en notre faveur et nous assurent le first seed. Mais la réalité, c'est que si je devais retenir un peu ce match, et notamment à la première mi-temps, je nous ai trouvé quelque peu suffisant, voire condescendant envers un adversaire qui était vraiment nettement en dessous de nous en termes de qualité. On voyait vraiment qu'on était face à une équipe top 5 à la prochaine draft. Il y avait vraiment beaucoup de lacunes en face. Et à l'arrivée, on a mis un petit peu de temps à se détacher. Alors, il y a toujours ce côté un peu accélérateur inhérent à notre franchise, mais là, j'ai vraiment trouvé qu'on était un peu suffisant en début de match. Après, et je donne des circonstances atténuantes, jouer sur le terrain des Commanders, j'ai toujours du mal avec ce nom-là, je suis désolé, je fais mes meilleurs efforts, cher auditeur. Pour moi, c'est les Redskins et ça restera les Redskins. Mais jouer en cette saison sur le terrain des Commanders, c'est jamais évident. Et moi, la bonne nouvelle quand même que je retire quand même de ce match-là, c'est que
on a la victoire au bout et on s'en sort sans blessure grave sur un terrain qui a quand même la réputation d'être un champ de patates. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc un peu suffisant sur le match de manière générale, mais pour la suite et en vue des playoffs, c'est bien. C'est une belle étape de passer et on a remis la tête à l'endroit et ça, c'est bien. Oui, je suis d'accord avec vous dans l'ensemble. Moi, je me souviendrai pas de ce match-là dans un an. Hein. Clairement, si on refait le jeu des scores et que Gonzague me demande quand est-ce qu'on a gagné 27-10, aucune idée. C'est pas un match marquant, mais comme Olivier l'a dit, il fallait ce rebond. Et à notre absence totale d'étonnement à tous, Brock Purdy a répondu présent. C'était un très mauvais match la semaine dernière, et puis là, ça a été un très bon match. Il a fait le taf. C'est toujours pas le quarterback le plus spectaculaire du monde, mais c'est le quarterback le plus précis, c'est le quarterback le plus efficace. C'est le deuxième quarterback de NFL qui a le plus de yards. Petite stat, hein, pour ceux qui l'ont pas vu passer, il a battu le record du nombre de yards à la passe pour un quarterback des 49ers dans une saison. Montana et Young n'ont jamais mis autant de yards dans une saison à la passe. Alors oui, il y a un match de plus, oui, c'est une autre époque, etc. Nanana, c'est vrai. Mais en attendant, il a ce record et c'est quand même une preuve de quelque chose d'assez fort parce que ni Garoppolo, ni Alex Smith, ni Colin Kaepernick dans les dernières années n'ont. Et autre stat, on a 4 joueurs, 4 armes offensives qui ont passé les milliards. Voilà, c'est tout simplement énorme. Donc oui, non, je suis d'accord avec vous. Ce match-là, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est l'essentiel, c'est la victoire. Le first seed validé grâce aux Cardinals. J'ai eu l'impression toute la semaine sur les réseaux sociaux qu'il y a eu un élan d'amour entre les deux franchises. Désormais, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse rivalité entre les deux. Et du coup, il y a eu un petit élan d'amour entre remerciements pour les Cardinals de la part des comptes des 49ers. Ça fait plaisir. Eux, ils gagnent un petit match de leur côté. Les Eagles perdent et on est first seed et on aura une semaine de repos. Peut-être 2, hein, vous en parliez, voir ce qu'on décide de faire contre les Rams. On en reparlera dans la suite de l'émission. Mais voilà. Gonzague, toi qui n'as rien retenu de ce match-là, tu vas nous dire c'est qui ton top? J'hésitais entre 2 joueurs, mais je vais me garder le plus évident pour moi. Donc, vous l'avez déjà un petit peu annoncé. Moi, j'ai quand même envie de mettre Brock Purdy. Pourquoi Purdy? Parce qu'en effet, il sort d'une très mauvaise semaine. C'est jamais évident de sortir à l'endroit. Vous disiez la semaine dernière dans l'émission auquel je n'ai pas participé que c'était le match idéal, les Commanders, pour se remettre d'aplomb. C'est à la fois vrai et en même temps dangereux. Parce qu'on peut être un peu suffisant face à la pire défense contre la passe et paradoxalement il a fait preuve d'un très grand sérieux fidèle à lui-même, donc non vraiment c'est comme tu dis il bat record sur record. Certes on est sur une ligue qui est de plus en plus portée sur la passe, mais la stat pour moi n'a rien d'anodin parce qu'à l'époque de Montana et de Young c'était l'essor d'un système de jeu que nous ne connaissions pas à l'époque et qui est devenu aujourd'hui assez courant, qui est le système West Coast, qui est très porté quand même sur la passe. Donc même si à l'époque, les franchises couraient davantage, la réalité, c'est que c'était un peu moins le cas des 49ers, qui étaient très portés sur le jeu court et la passe courte. Donc, à l'arrivée, cette stat, elle est très spectaculaire. Ça montre vraiment que Purdy n'est pas n'importe qui. Et vraiment, bravo à lui. Je suis passionné par ce joueur et on tient notre franchise quarterback pour les 10-15 prochaines saisons sans le moindre début d'hésitation de ma part. Ce qui est intéressant avec Brock Purdy, c'est qu'il y a un parallèle qui se fait avec Patrick Mahomes cette année. Alors Patrick Mahomes ne fait pas sa meilleure saison, on est d'accord. Mais en termes de yards à la passe, ils sont à peu près équivalents. Sauf que Brock Purdy a lancé 150 passes de moins. Oui, mais ils font que des yards after catch. C'est incroyable. Après voilà, là, je suis obligé d'intervenir. Parce que là, ce que vous dites, c'est vrai, mais en même temps, Mahomes, les receveurs qu'il a, ils ont pas des mains, ils ont des moignons. Donc, ça compte pas non plus cette année, les receveurs qu'il a. Voilà, Travis Kelce, il n'a pas des moignons, il se montre pas non plus. Il est un. Voilà. Et puis lui, il est occupé avec une chanteuse. Elle est chanteuse ou elle est danseuse? Elle est quoi, l'autre? Chanteuse. Elle est chanteuse, avec une chanteuse, voilà. Non. Après, juste pour revenir, un petit truc sur Purdy. J'ai en mémoire la passe qu'il fait en 3e ou 4e quart-temps sur Ayuk, où il va dégainer une espèce de dagger sur la droite. Et si vous revoyez la passe, elle est 4 cm au-dessus des doigts du receveur et pile poil dans les mains d'Ayuk. Cette passe-là, c'est une passe à la Brett Favre. Je y reviens encore et toujours. C'est plus je le vois jouer, ce gamin, plus il me fait penser à Brett Favre. Le touchdown d'Ayuk, c'est le jeu est dessiné. Putain, je suis bloqué. Volte sur la gauche, je repars.
je fais un petit décalage, je replace mon équipe, surtout je dépasse pas la ligne de scrimmage pour pas avoir de pénalité, je replace tous les mecs tout en me déplaçant et d'un coup je balance une passe croisée en plein milieu de la zone. Je dis, comment? Ben voilà, je l'ai dit la semaine dernière, je vais le répéter, les plus jeunes, allez voir jouer Brett Favre, regardez des vidéos et vous comprenez de quoi je parle. Olivier, toi qui es si bien lancé, quel est ton top de ce match? Ben alors moi c'était Purdy, mais là je vais en prendre un autre. Je vais prendre encore et toujours Dédé Greenlow. Je vais prendre Dédé Greenlow parce que je l'ai trouvé fondamental dans ce match. C'est, je sais pas à quoi il carbure, mais il est. Si vous regardez sur tous les plaquages, les mecs ils avancent quand il n'y a pas d'aider, parce que dès qu'ils se prennent d'aider, ils se font dédéiser. Et quand ils se font dédéiser, les mecs ils s'arrêtent et ils ont mal, hein, je veux dire. Quels que soient les coureurs, ils rebondissent dessus. Non, il a encore fait un match. Et en plus, c'est encore plus prégnant à l'heure actuelle. C'est notre meilleur linebacker sur le terrain. Et c'est pas une mince affaire quand tu joues à San Francisco. Mais franchement, rappelez-moi la dernière pénalité qu'il a subie. Ouais, c'est contre l'autre débile là. Et ça leur a porté le noir depuis à Philadelphie. Donc voilà. Sinon, pas de pénalité, jeu efficace, son agressivité. Ce mec, à l'heure actuelle, c'est un bonbon. Surtout au prix où on le paye. Kevin? Je suis un peu embêté, j'en avais deux et aucun des deux a été cité. Bon, je vais prendre mon joueur préféré de cette deuxième partie de saison, qui s'appelle Monsieur Charvarius Ward, qui a encore été absolument colossal. 29 snaps en couverture, il accorde que 4 yards, une interception, 30,6 d'évaluation pour le quarterback adverse quand il le vise. Voilà, aujourd'hui, on est en présence d'un des peut-être 3 meilleurs cornerbacks de la ligue, même si la plupart des observateurs externes aux 49ers ne le reconnaissent pas en tant que tel, mais pour moi, c'est clairement un All-Pro. Et on a clairement un top cornerback et c'est un régal d'avoir ça dans notre équipe. Donc, pourvu que ça dure, parce que quel plaisir. Il fait une montée en puissance là, sur cette fin de saison, c'est délirant. Franchement, on a. Je rajouterais, même si c'est pas mon top, ça va compter plus en top iné, mais je rajouterais l'ami de Homodor Lenoir avec lui qui est aussi, hormis la grosse réception qu'il a. Hormis la grosse réception de Terry McLaurin qu'il a encaissée, mais sinon le reste du temps, il est quand même à un très très haut niveau. Et non, franchement, les deux, ils montent à niveau. L'année dernière, on s'était fait la même réflexion. Nos deux cornerbacks étaient montés à pur niveau juste avant les playoffs et c'est en train de se répéter. Oui, Olivier? Non, mais voilà, tu dis, il prend une réception sur la tronche, il prend une réception de Scary Terry sur une action où c'est juste le mec il a mis les speedsters en marche et le ballon lui arrive dans les mains. Je veux dire, c'est même pas qu'il fait une erreur. C'est indéfendable. Faut être honnête. Là. Comme dit souvent Gonzague, l'équipe adverse a aussi le droit de faire des bons jeux. Et ça, c'est pas une erreur défensive. Je reviendrai tout à l'heure parce que j'en ai un. Non, bien sûr. Mais là, c'était pas une erreur défensive là. Moi, mon top, il va être en attaque. Brandon Aiyuk, qu'on a enfin retrouvé. Enfin, je suis dur parce qu'on l'avait pas vraiment perdu, mais on a le Brandon Aiyuk qu'on avait sur certains matchs. En plus de 100 yards, 114 yards dans cette réception, 16 yards de moyenne, un touchdown. Voilà, là il était partout, il était dans ce genre de match-là où il est absolument inarrêtable, où tous ses tracés sont parfaits et les cornerbacks n'arrivent pas à le suivre parce que ses tracés sont parfaits. Alors oui, les Commanders ont sûrement les pires defensive backs de NFL, mais quand même, rien à foutre. Brandon Aiyuk fait un super match. Voilà, donc à la réception, voilà, quand on a un mec comme ça, avec un McCaffrey qui joue moins, avec un Deebo Samuel moins trouvé, avec un George Kittle moins trouvé, Brandon Aiyuk, en fait, c'est chacun son tour. Tout le monde touche le ballon. Et je vais rajouter un petit opiné offensif, puisque dans le côté chacun son tour, Elijah Mitchell, quand il n'est pas dans un brancard, il est quand même fort au football. Hein. Ouais. Ah bah moi, c'était mon deuxième top. J'hésitais entre Purdy et Mitchell. C'était mon deuxième également. J'attendais mon tour sagement. Il est quand même fort au football quand il n'est pas dans un brancard, franchement, c'est pas mal. C'est clair. Tu vois pas. Honnêtement, malgré toute la qualité et le talent de CMC, quand il est sur le terrain, Elijah Mitchell, il n'y a pas une downgrade de folie, quoi. Je veux dire, il apporte son écho. On a retrouvé le concept cheval de trait où tu lui donnes des ballons, il rentre dans les gars. Moi, c'est la seule chose qui me fait de la peine, c'est quand je le vois, c'est que ça m'empêche de voir jouer mon chouchou à moi. Mais sinon, pour le reste, non, il a vraiment fait. Je suis entièrement d'accord avec toi et avec vous, les gars. Moi, mon deuxième top, c'était Déo Modor Lenoir, hein, que je trouve de plus en plus fabuleux, surtout quand on le compare à une certaine personne dont je tairai le nom pour l'instant. On attend ça avec impatience. Vous avez d'autres petits tops, messieurs? Non. Mitchell ne s'est pas blessé sur le champ de patates des Redskins, et ça, c'est une vraie perf.
Vous êtes sérieux, les gars Commanders. Vous êtes sérieux? Vous avez pas d'autres topinés? Vous pensez pas quand même qu'il y a un mec qui a fait il y en a un, il a fait des réceptions, il a même fait 3 ou 4 dans le match. Attends. Oui. Regardez Mais la oui. tête des. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Qui c'est qui a fait des Mais réceptions? c'est Juice qui a fait des réceptions. Eh ben 3 oui. réceptions. 3 Voilà. réceptions. Ouais, on l'a bien vu. 23 yards, 3 réceptions. Et il manque la plus belle. Malheureusement. Sur la première, mais je crois qu'elle est flaguée, mais il y a une possibilité de réception folle pour un touchdown. C'est flagué parce qu'il y a un holding. Mais s'il l'attrape, celle-là, elle est incroyable aussi. Mais oui, ça marche. C'est bien le football aussi quand Kyle Juszczyk il a des ballons, c'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien. J'adore. Et puis bon, moi, oui, t'as raison, Olivier. Hein, dès qu'on peut citer son nom, ça fait toujours plaisir. On va passer au flop de ce match-là. Olivier, t'avais l'air d'être motivé pour parler d'un flop. On t'écoute. Non, je le mettrai en flopiné parce que je veux quand même pas qu'on me dise que je fais. Moi, mon flop, ça va être Ronnie Bell. Encore et toujours Ronnie Bell. Je veux bien, il est rookie, mais à partir quand on va passer au match pour adultes, il est plus sur le terrain. Hein. Je veux dire, entre quand il récupère les ballons, sur le punt, quand il fait son espèce d'esquive du ballon, si le ballon les rafle, on se retrouve avec le ballon, avec une action à la con. Ça, c'est un truc, c'est interdit en adulte. Pour les matchs pour les enfants, je veux bien. Tous les matchs, il faut qu'il nous fasse un flag qui sert à R, parce qu'à un moment, il y a une course qui est appelée où Djibo avance, Kittle fait un bloc de malade, Williams fait un bloc de malade, et lui, il met la main sur la grille de l'adversaire comme un con. Je dis non, ça, c'est stop. Voilà. Jusqu'à présent, on pouvait dire ça va, c'est rigolo, il est rookie, mais là, on va arriver sur les matchs où il n'y a pas de deuxième chance. Donc, voilà. Donc, je lui mets un petit carton parce que pour moi, il n'a pas le niveau, et à l'heure actuelle, il n'a pas le niveau pour jouer à San Francisco. Gonzague, ton flop? Bah écoutez, je pensais pas dans l'histoire de ce podcast qu'on serait amené à citer son nom 3 semaines de manière consécutive, 3 semaines consécutives. C'était le mien également. Fred Warner, qu'est-ce qui se passe? Parce que Olivier disait très justement que pour l'instant, notre linebacker numéro 1, c'est Dédé Greenlaw, parce qu'en effet, il sort un match exceptionnel avec, je crois, un record de stop sur la saison au poste de linebacker. Mais la réalité, c'est que où est passé Fred Warner? Il rate un nombre incalculable de plaquages. Il est nulle part sur les passes intermédiaires. Je ne sais pas ce qui lui arrive. On a perdu notre capitaine. Il est urgentissime qu'il se reprenne. Parce que là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il est en train de devenir. C'est un vrai sujet chez moi. Je ne pensais pas qu'un jour, dans ce podcast, on citerait Fred Warner 3 semaines consécutives en flop. Et là, malheureusement, on ne peut pas se permettre de le nier. Il est mauvais sur le terrain. Il est mauvais. Et j'aimerais savoir ce qui se passe, en fait. Car je n'ai pas d'explication. Moi, il y a une action que j'ai trouvée folle là-dedans. J'ai regardé que le 45 minutes, mais c'est une des rares actions dans le 45 minutes qu'ils ont passé en replay sur une screen. Il se prend un bloc et il part du mauvais côté, ridicule. On dirait qu'il se fait juker, mais sauf que le running back a même pas fait de mouvement. Il est parti à gauche alors que le running back courait tout droit à droite. Je l'ai pas compris, celle-là. Ouais, il est vraiment dans un trou là. Je pense que les 2 semaines de repos vont lui faire le plus grand bien. Ah, mais tu as dit très justement, il est nulle part. Il est un fantôme sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'a aucune pression, il n'a aucune incidence sur la réussite d'un jeu. C'est délirant. Il est toujours mal placé. Alors que c'est pourtant sa qualité première, c'est son sens de placement, notamment contre la passe. En plus d'être un stopper. À la différence de la semaine dernière, où quand même il était. Moi, je l'avais défendu parce qu'il avait fait quand même pas mal de choses intéressantes dans le jeu. Là, cette semaine, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que Dédé a brillé de mille feux parce que il est obligé de surcompenser. Il joue pour 2. Et vous remarquerez que sur l'action dont tu parles, Elliot, le jeu, il est à l'opposé de Dédé, et c'est Dédé qui vient en couverture comme un chien des quais se jeter sur Gibson pour pas qu'il fasse 40 yards, parce que au départ de l'action, le vrai Warner il arrête. Normalement, au début de l'action sur la screen, il doit se faire couper en 2. Mais voilà, et comme là, oui, cette semaine, je suis d'accord avec vous. Warner, il n'est pas au niveau. Kevin, ton flop? Fred Warner occupait évidemment une énorme place comme vous, mais j'attendais aussi de voir qu'est-ce que notre ligne défensive allait faire contre la course, et j'ai été quand même encore un petit peu déçu.
Les seules actions de classe offensive de Washington sont des courses finalement, avec un Brian Robinson assez tranchant, Antonio Gibson pas mal aussi. Beaucoup de plaquages manqués, encore une fois. C'est vraiment notre gros problème actuel en défense, c'est tous ces plaquages manqués. Et puis, quand le jeu de course avance, forcément, on est plus en difficulté derrière. Et c'est encore ce qui s'est passé. Qu'il va falloir trouver des solutions. Alors, évidemment, on attend tous le retour d'Arik Armstead qui va faire un bien incroyable dans ce domaine. Il y a Joseph Day qui a fait ses débuts, mais qui a très peu joué, ce qui peut être compréhensible, et qui va rentrer dans une rotation bien plus imposante à partir des playoffs. Mais il faut trouver des solutions parce qu'on ne peut pas en playoff avoir des running backs qui avancent autant. C'était mon flop numéro 2 aussi, donc complètement d'accord avec toi. C'était mon flop numéro 1, moi également, après Fred Warner évidemment. Moi j'en aurais une autre un peu dans le même style, c'est que j'ai pas compris le coaching de Washington, à notre avantage évidemment, mais ce qui marchait le mieux chez eux, c'était, tu l'as dit Kevin, le jeu de course et les screens. On a eu beaucoup de mal à arrêter dès qu'ils faisaient une screen pass. Dès qu'ils faisaient une petite bubble, là, comme ça, là, on était en grosse difficulté pour les contrer. Quand ça faisait une passe normale, nos defensive backs, ils étaient là. Dès que ça faisait une bubble, et je pense que ça rejoint aussi tout l'ensemble de ce qu'on a dit avec Fred Warner un peu moins dedans, etc. Et les plaquages manqués, c'est que dès qu'ils ont fait une screen, en fait, ils avançaient. Et voilà. Ça reste pas un gros flop, mais parce qu'aussi, dans l'ensemble du match, il n'y a pas énormément de choses à dire. Mais il fallait en parler quand même. Et puis c'est lié parce qu'au final, qui allait chercher les gars quand on faisait des screen pass? Qui allait faire le plaquage pour perdre sur les screen pass? C'est Fred Warner. Greenlaw et Fred Warner. C'était Greenlaw, là, du coup. Parce que Fred Warner se loupait. Mais c'est ça. Donc, sans Fred Warner, c'est plus difficile et on prend des gros gains et Antonio Gibson s'est régalé avec ça. Olivier, tu veux quand même en parler? Ah je suis obligé. Je suis obligé. On a parce que vous avez dit oui, on n'a pas compris le coaching de Washington. La seule fois où ils sont arrivés dans nos 10 derniers, dans nos 10 yards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le ballon du côté de l'autre débile. Le mec, est-ce que vous avez vu comment il est encore placé, l'autre débile, sur l'action? Il est dans le dos du gars et il tend le bras à l'envers. Mais comment tu veux défendre comme ça? Mais je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? On va faire un jingle sur le point Ambry Thomas. Non, mais le pire, c'est qu'à Washington, ce serait le cornerback numéro 1. Je suis même pas sûr qu'il est arrivé. C'est un star. Aussi, ils sont mauvais les corners de Washington. Je tiens à relever qu'il y avait Tariq Castrofield sur le terrain. Tariq Castrofield sur le terrain, c'est-à-dire le niveau de l'équipe. Voilà. Je tiens quand même à dire que, ok, vous critiquez les defensive backs des Commanders, mais entre Tariq Castrofield et Benjamin Saint-Just, c'est juste les noms les plus cool des defensive backs de la NFL. Hein. Castrofield, d'accord, mais ils sont nuls. Ah oui, c'est cool. Ils ont des noms cool. C'est important pour Olivier. Pardon, mais si on compte que les prénoms, nous, on a Charvarius et Deomodor. C'est pas mal quand même. C'est vrai. Mais donc oui, le hebdomadaire, là, Olivier, je suis d'accord avec toi vraiment sur le touchdown. Sa position de corps était complètement ridicule. Mais vous regarderez tous les touchdowns sur lesquels il est positionné. La fois contre les Seahawks, il a sauté après que le ballon soit pas. Il met la main après que le ballon passe. Non mais putain, c'est Vidéogag, c'est pas un joueur de football américain. C'est un best-of de conneries, ce mec. Je comprends toujours pas. Moi, j'ai une idée là-dessus. J'ai une idée là-dessus. Pourquoi il est autant utilisé? Je pense que il est utilisé en vision de l'année prochaine. Et je vous explique pourquoi. Cette année, on va gagner le Super Bowl. Si Ambry Thomas n'était pas sur le terrain, on gagnerait le Super Bowl en mettant des branlées monumentales à tout le monde. Ils veulent juste limiter la casse pour que l'année prochaine, les autres équipes se disent pas genre « Oh, ils sont beaucoup trop forts ». Non, ils vont se dire « Oh, ils prennent quand même des touchdowns parce qu'ils ont Ambry Thomas sur le terrain ». Voilà, c'est juste pour faire un doublé, c'est tout. C'est mon idée. C'est un peu ambigu, mais je pense que c'est peut-être ça. Ouais, l'année prochaine, on ramène Patrick Surtain et on pète la gueule à tout le monde. On a compris ton point. mais en tout cas, Ambry Thomas s'est blessé à la main, il va se faire opérer, mais heureusement pour toi, Olivier, je sais que ça te fait plaisir, il va être de retour pour les playoffs, sans problème. Alors, il faut qu'il se repose, moi je dis, il faut qu'il se repose. Alors, la question c'est, est-ce qu'il s'est pété la main cette semaine ou est-ce que ça fait 3 ans que sa main est pétée? Parce qu'on n'est peut-être pas au courant, hein, ça se trouve, c'est un problème médical récurrent. Est-ce que vous avez d'autres flops ou pas sur cette semaine-là? Non, il n'y a quand même pas grand-chose à dire, on était d'accord là-dessus. Et on va passer à notre preview de notre match contre les Rams.
Dimanche 22h25, semaine 18, dernier match de saison régulière au Levi's Stadium. Putain, c'est bizarre, ils nous mettent un horaire super, un jour où on peut tous regarder pour un match dont on a absolument rien à foutre. Les Rams sont déjà qualifiés en playoff, nous aussi, on a déjà le first seed, donc vraiment, pour le coup, on va être sur du match inutile x 1000. Mais il y a un match quand même, et bon, on n'aura sûrement rien d'autre à foutre le dimanche soir, donc on va le regarder. Olivier, t'attends quoi de ce match-là, hormis le fait que nos joueurs se reposent? Ben écoute, moi, ce que j'attends de ce match, c'est de voir un petit peu, déjà quelle tactique on va employer. Est-ce qu'on va faire jouer les titulaires une mi-temps? Est-ce que ça va faire comme un match de pré-saison? Ça va être un drive et puis tiens bon Baptiste. Voilà, ça c'est le premier point. Et deuxième point qui m'intéresse énormément sur ce match, c'est de voir un petit peu ce qu'on a dans le réservoir, aussi bien au niveau des running backs. Je suis très content que le petit tout risque d'avoir beaucoup plus de ballons que de le reste de l'année. Au niveau aussi du quarterback, ce serait intéressant de voir jouer Sam Darnold sur une véritable portion de match. Et même en défense, au niveau des linebackers. Et moi, ça me hype pas mal de voir jouer tous les petits jeunes qu'on n'a pas beaucoup vus, voir un petit peu ce qu'on a vraiment en réservoir à San Francisco. Et c'est pour ça que ce match peut être très intéressant. Voilà ce que j'attends de ce match-là. Gonzague? Alors, moi, j'ai raté un épisode. Oui, il me semble en effet que les Rams se sont qualifiés. Par contre, est-ce que eux, ils jouent quelque chose? Ils jouent quelque chose? Au mieux, ils jouent leur seed, mais ils jouent entre 6 et 7, quoi. Ouais, mais en tout cas, ils jouent quelque chose, contrairement à nous. Bah, en gros, s'ils sont 6, ils prennent Cowboys ou Eagles, et s'ils sont 7, s'ils sont 7, ils prennent Cowboys ou Eagles. S'ils sont 6, ils prennent Lions. Mais le coach des Rams a laissé entendre qu'il pourrait reposer certains titulaires quand même. Bah, je pense que en vrai, dans leur idée, c'est peut-être le mieux parce que bon, que ça soit Lions, Cowboys ou Eagles, ils seront pas favoris, donc autant essayer de toute façon, ils seront à l'extérieur dans possible. tous les cas, donc il n'y a pas grand-chose à gagner en soi. Et surtout, c'est certainement une des équipes qui a le plus à perdre d'avoir un blessé majeur, parce que cette équipe n'a pas de banc. Ah bah clairement, ils ont un Cup ou un Aqua ou un Kyron Williams ou un Aaron Donald ou un Byron Young, etc. qui se blessent, c'est la merde. Ah oui, clairement, contrairement à nous, on a un peu une défense, des substituts qui ressemblent à quelque chose, je veux dire. Autant eux, ils ont aucun remplaçant, quoi. Mais ouais, non, Olivier a parfaitement résumé. C'est vrai qu'il y a la grande interrogation de combien de drives vont jouer nos titulaires. Il y a toujours ce fameux débat du une semaine on se repose, 2 semaines est-ce qu'on casse un rythme ou pas. Moi, je suis plutôt d'avis de ceux où il y a quand même un risque de cassage de rythme. Donc, ne pas faire jouer du tout nos titulaires. Alors oui, on va me dire, il y a quand même le risque des blessures, c'est pas anodin. Oui, c'est vrai. Mais 2 semaines sans jouer, quand on voit le niveau de compétition et l'intensité que l'on met à ce quasiment stade 3 semaines sans jouer. Voilà, c'est trop. Entre nous, c'est trop. Là, j'ai vraiment peur d'un cassage de rythme. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut faire jouer nos titulaires au moins une mi-temps. Minimum. Sinon, il y a quand même le risque de vraiment d'avoir des joueurs complètement froids au moment d'aborder les playoffs. Moi, en tout cas, je crois beaucoup en cette théorie. Je sais que d'autres n'y croient pas. En tout cas, j'y crois. Donc voilà. Et sinon, pour le reste, oui, c'est un match qui va se jouer. Que l'on joue à Los Angeles ou à San Francisco, j'avoue que j'ai même pas regardé parce que je pars du principe qu'on joue à San Francisco avec au niveau des tribunes. Voilà. Enfin, même à Los Angeles, on joue à San Francisco. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, que pour moi, c'est dans tout cas, on joue à domicile. Mais la réalité des choses, c'est que dans la mesure où les Rams ne jouent rien, ouais, ce match m'inspire pas grand-chose, puisque de toute évidence, ça va rien changer à la donne chez nous. Mais oui, c'est l'occasion de faire éventuellement jouer quelques joueurs qui pourraient être intéressants et qu'on n'a pas encore vus. Est-ce que, par exemple, on a un vrai remplaçant, un Colton McKivitz en right tackle? Je suis pas sûr. Jalen Moore pourrait remplacer Trent Williams, mais à droite, je sais pas. Donc voilà, donc ça peut être intéressant de voir qui peut jouer éventuellement en sub en fin de match et voir ce que peut donner Sam Darnold dans la blessure. Ouais, ça peut être bien. Kevin? Ouais, on a 3 matchs de pré-saison en août et puis visiblement on en a un autre début janvier maintenant. Ça ressemble un petit peu à ça ce match. Après, sur le cas des joueurs à reposer, j'ai un peu tendance à aller vers Gonzague, mais il y a certains joueurs qui pour moi sont des no-brainers à reposer. Un Brock Purdy ne doit pas fouler le terrain. Trent Williams, je veux pas le voir sur le terrain. Trent Williams, je veux pas le voir sur le terrain. Même un Nick Bosa, même un Fred Warner qui a besoin de souffler, je pense, qui est un peu à bout de souffle. Enfin, tous ceux qui ont des petits pépins, Jawan Jennings, on n'est pas sûr de comment il va, ça sert à rien de le mettre. McCaffrey est déjà out. Donc voilà, j'ai envie de voir un peu un mélange de certains titulaires qui sont aptes, qui ont besoin de rythme,
et de remplaçants qui ont besoin de se montrer et de qui on va avoir besoin sporadiquement en play-off. Donc voilà ce que j'ai envie de voir, mais j'espère vraiment qu'on va reposer certains. Même un Arik Armstead qui est un peu, on ne sait pas trop où il est en ce moment, reste dans le formol et puis on se ressortira en divisional. CMC est out, sauf erreur de ma part. Oui, il est out. CMC est out déjà, ouais, c'est ce que je disais. Et là, par contre, tu vois, Kevin, là où moi je serais pas d'accord avec toi, c'est que si Armstead il peut reprendre un peu de rythme, c'est maintenant qu'il faut qu'il le prenne. Parce que lui, ça fait X temps. S'il est plus blessé, je parle, s'il est full play, moi je le ferai jouer parce que ça fait au moins qu'il a pas joué. Et lui, il risque d'être en manque de rythme. Par contre, Warner, je le ferai jouer un petit peu parce que ça peut pas lui faire de mal d'être sur le terrain. Ce que je reposerai par contre en priorité, Dédé, parce que Dédé, il se repose jamais, même quand il y a 2 matchs ou 3 matchs quand on regardait ensemble avec l'autre, on a dit merde, il est blessé. Ah non, il est pas blessé, il est revenu casser des gueules. On a dit il faut quand même qu'il se repose un petit peu parce que lui, ça peut pas lui faire du mal. Que Kittle se repose un peu parce que il va en avoir besoin. Voilà, ça et bon, Purdy et Trent Williams, à mon avis, jouera. Il va falloir l'attacher, il ne faut pas qu'il joue, mais il faut qu'il se repose. Il faut qu'il se repose, que toutes ces petites blessures reviennent. Et là où moi je suis pas d'accord avec toi, avec ce que vous avez annoncé, c'est que il y a certains joueurs, ils ont besoin de récupérer. Ils ont besoin de faire un mec comme Trent Williams. Je pense que même si tu l'arrêtes 3 semaines, quand il revient, il va être directement à 100%. Donc il y a des mecs qui ont besoin qui ont vraiment besoin de souffler, de se remettre le physique en état. Et c'est c'est sur ça que je vais vraiment m'appuyer dimanche soir. Et que je pense qu'on va le regarder encore comme d'habitude tous les 3. Et on va discuter des alignements. Je ferais beaucoup jouer Joseph D, par exemple, là, Je suis d'accord. le nouveau defensive tackle, quitte à moins faire jouer Graves. Ouais, mais moi, c'était mon avis aussi. Je vous rejoins tous un petit peu. Je suis pas forcément d'accord avec Gonzague sur la question de rythme, selon les joueurs, en fait. Tu parlais très justement, Olivier, de Trent Williams. Je pense qu'en général, les joueurs d'expérience, la question de rythme n'est pas si importante que ça, parce que notamment un mec comme Trent Williams, c'est un mec qui est rompu. C'est un professionnel. Tu sais qu'il va pas perdre de rythme. Tu sais que le mec, il a une hygiène de vie irréprochable. Et que dans 3 semaines, dans 2 semaines, demain ou dans 1 mois et demi, si tu lui dis on joue à ce moment-là, il sera prêt. Et justement, là, par contre, oui, il va falloir peut-être l'attacher pour l'éviter de jouer. Moi, je pense que la meilleure technique, c'est juste de ne pas le foutre en tenue, en fait. C'est clairement, moi, s'il y a son nom dans la liste des inactifs avant le match, je serais grave OK avec ça. Moi, s'il y a un joueur de tout cet effectif que je ne veux pas voir sur le terrain dimanche, c'est Trent Williams. Il a eu des blessures cette année. Je ne veux pas le voir. Il commence à être âgé. Tu joues pas, Trent. Franchement, tu joues pas. On te veut à 100% pour les playoffs. Parce que lui, quasiment plus que quiconque, hein, s'il a un petit empêchement en playoff, c'est très simple. Hein. Premier match playoff, pas Trent Williams, on abandonne toute idée de bague. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà, c'est clair. Moi, je veux pas le voir sur le terrain. Il y en a d'autres. Je suis d'accord dans le sens où peut-être quelques drives, même pas forcément une mi-temps entière, hein, mais quelques drives juste histoire de les laisser en chaleur. Un mec comme Fred Warner, il a peut-être besoin de repos, mais s'il peut mettre 2-3 petits coups, faire 2-3 drives intéressants, ça pourrait lui remettre une petite confiance pour la suite. Dédé, moi je pense que pareil, c'est un peu comme Williams, va falloir l'attacher pour l'empêcher de rentrer sur le terrain. Mais si tu lui dis, ok Dédé, sur un drive ennemi, tu vas éclater des bouches et puis après tu vas boire un coup. Bon, tu vois, il y a plein de joueurs comme ça, et il y a 2 joueurs que je veux voir sur le terrain. Tu as très justement parlé de Sébastien Joseph Day. Je veux voir Logan Ryan sur le terrain, beaucoup, encore. Parce que J.R. Brown, on ne sait pas trop où on en est niveau blessure, donc je veux continuer à voir Logan Ryan comme on l'a vu cette semaine. Je veux voir Jordan Mason, évidemment, par amour, et puis parce qu'on en a besoin vu qu'Elijah Mitchell va sûrement se blesser pendant les playoffs. Je veux voir Ross Dwelly pour faire plaisir à Kevin. On veut voir Ross Dwelly sur le malheureusement, il est un peu touché. Je suis pas certain qu'il va être remis. Comment tu peux être touché alors que tu joues pas? On dirait une Jason Verrett. Parce que tu t'en Parlant de Jason Verrett, je veux voir Jason Verrett sur le terrain. Reactivez-le. Parce que comme je l'ai annoncé qu'il ferait l'interception de la victoire au Super Bowl, il faut quand même qu'il prenne du temps de jeu. Non mais voilà, tu vois, ça va être intéressant à regarder ce match-là parce qu'on va voir plein de têtes qu'on voit un petit peu moins. On va peut-être voir du Samuel Womack. On va peut-être voir un petit peu Demetrius Flanagan Falls à mon grand regret. Et puis c'est le match de l'année pour Olivier. Ambry Thomas serait inactif. Et voilà, en plus, on va allumer notre truc et Olivier sera de bonne humeur. Par contre, si Isaiah Oliver n'est pas sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment un sujet relationnel. Non, je pense qu'il va jouer, Isaiah Oliver. Je pense que pour le coup, il va jouer. Et justement parce qu'Ambry Thomas n'est pas là. Franchement, Isaiah Oliver, chaque fois qu'il rentre sur les actions sur lesquelles il rentre, il est toujours intéressant. Mais il fait le taf, hein. Il fait le taf, moi je suis d'accord. Je Après, collectivement,
j'ai quand même l'impression que ça marche mieux quand il est pas là, parce que là où il était le meilleur, c'est les matchs qu'on perdait. Et depuis qu'il est sorti de la rotation, on a recommencé à gagner. C'est déjà des ajustements qui peuvent paraître cons, hein, mais un mec tout seul ne fait pas gagner une équipe, et quand l'ensemble marche mieux qu'un mec tout seul, bah c'est ça qu'il faut faire. Dans ceux qui doivent se reposer aussi, je mettrais Mooney Ward. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais Je en fait, mettrais- dans l'ensemble, les mecs qui ont des historiques un peu de blessures, faut Et puis faut c'est pas tous les faire mecs qui ça. ont de la bouteille. À la rigueur, que tous les mecs qui n'ont pas, je vais schématiser, tous les joueurs qui n'ont pas encore dépassé leur contrat rookie, donc qui n'ont pas encore joué 4 saisons, tu peux les laisser sur le terrain parce qu'ils ont besoin de rythme, parce qu'ils ont pas, on ne connaît pas encore leur politique de jeu et surtout d'entraînement. Alors que des mecs comme Dédé, Warner, Kittle, Thibaut, c'est des mecs qu'on fait, voilà, c'est des mecs, on sait ce qu'ils valent, il y a pas de risque à prendre avec ces mecs-là. Mais tous les plus jeunes, c'est pour ça que tu me dis on fait jouer le noir titulaire, ça me dérange pas. Mais voilà, c'est plus les mecs, les mecs qui ont déjà de la bouteille que je mettrais vraiment au repos. Presque forcé. Sinon, on s'amuse, on met Charvarius Ward receveur, on met Trent Williams tight end, on se marre vraiment, tu vois. On teste des gars sur d'autres postes. Trent Williams safety, mon gars. Ah, mais sur Trent Williams, je vous rejoins. Trent Williams et Kittle, je vous rejoins. Jack Brendel kicker. Non, j'ai pensé. Mitch Wisnowski quarterback. Très bien, ça va très bien. Quarterback avec le pied, il fera des passes au pied, ce serait génial. Moi, il y a 2 noms aussi auxquels je viens de penser quand vous parliez. 2 mecs qu'on a très peu vus. Le premier, c'est Darrell Luther qui vient de revenir de blessure. Pourquoi pas le voir un petit peu en cornerback extérieur, voir ce qu'il vaut. Le deuxième, même idée, rookie qu'on a très peu vu, qui a été blessé, Robert Bill. Voir ce qu'il vaut aussi un petit peu en edge. Je sais que Kevin était très intéressé par Robert Bill quand il a été drafté, voir ce qu'il vaut. Il est temps. Surtout face à une ligne des Rams qui n'est pas la meilleure de NFL. On va passer au Factor X, ou est-ce qu'on a vraiment besoin de parler d'un Factor X, parce que je pense que ça a été quand même un peu exposé, on ne sait pas encore qui va jouer, donc dans l'idée... Pour une fois que je pouvais sortir mon Factor X, Ross Dwelley. Bah vas-y Kevin. Bon, bah, j'attends particulièrement Ross Dwelley qui peut martyriser cette défense des Rams et marquer son touchdown annuel. Il marque son touchdown annuel tous les ans. C'est hors de question que ça reste. Je le prends aussi. Est-ce que quelqu'un a un Factor X à rajouter? Jordan Mason, Ouais. Jordan Mason et Elijah Mitchell, en insistant sur le jeu de course dans un match où on en a rien à secouer, on se dit bon allez, on fait tourner le chrono parce que comme ça on passe au playoff. Allez, on fait que de la course. Jordan Mason. Jason Poe. Parce que Jason Poe running back, ça m'éclaterait. Jordan Mason et Elijah Mitchell, et on insiste. Et oh, tiens, le match est fini. Ok, bah, très bien. Allez, bonne journée, au revoir. Premier match à 100 yards de la carrière de Jordan Mason. 194 yards, 3 touchdowns Jordan Mason. Vous l'aurez entendu ici en premier. D'ailleurs, Kevin, si tu paries, tu peux mettre tes sous sur au moins 2 touchdowns de Jordan Mason. Argent garanti. Ah bah, ouais. On va passer au prono. Olivier, quel va être le score de ce match? On va gagner parce que c'est fun et on va gagner, mais pas avec un gros écart ce coup-ci. Ce coup-ci, on va gagner 21-17. Gonzague? Au début, je nous voyais perdre parce que j'avais complètement zappé que les Rams s'étaient qualifiés et je me suis dit qu'ils avaient quelque chose à jouer eux, mais en fait, finalement, pas du tout. Donc, je vais un peu inverser les scores que j'avais imaginés à la base. Victoire des 49ers remplaçant face aux Rams remplaçants de 27-20. Kevin? On a l'habitude d'humilier les Rams, mais là, faut pas déconner. On va reposer pas mal de monde, donc je dis défaite 17-10. Moi, je dis victoire 30-18, sans raison particulière, juste le fait qu'on ne perd jamais contre les Rams en saison régulière. On va passer aux questions des auditeurs. Pour tous les gens qui sont sur le groupe Facebook, vous pourrez flageller Olivier et Gonzague qui ont oublié de poser le post pour vous poser les questions. Du coup, on a juste des questions sur Twitter. On a déjà beaucoup répondu. Nos boomers ont du talent. On a déjà beaucoup répondu à la première, la question de Michko qui nous demandait à la place de Shanahan, vous faites quoi pour le match contre les Rams? Vous faites tourner l'effectif, vous mettez la grosse équipe parce que ça restait là. On y a déjà répondu. On est quand même plus pour faire tourner l'effectif, même si pourquoi pas faire jouer les gros quelques drives. Deuxième question, une question de Gab63. Bonne année l'équipe. Merci déjà. Merci Gab. La fin de saison arrive et quel que soit le résultat, la 6e bague ou pas, qui faudrait-il couper
en plus du numéro 20, hein, Olivier, celle-là elle est pour toi. Et surtout, quel poste il faut renforcer sans aucune contrainte financière ou autre? Qui aimeriez-vous que San Francisco recrute? Kevin, un joueur, on va faire ça tout simple. Un joueur à couper, en dehors d'Ambry Thomas, Olivier, je te vois. Un joueur à couper, un joueur à recruter. Pas de limite financière. Pas Patrick Mahomes, parce qu'il faut rester lucide. Un truc qui est possible quand même. Tu vois, Un joueur à couper. J'anticipais ta réponse, Olivier. Alors, un joueur à couper, il est en fin de contrat, mais je coupe Javon Kinlaw. Je pense qu'on en a vu assez, il faut passer à autre chose. Et un joueur à recruter, j'irai sur un cornerback et je répète encore Patrick Surtain parce que j'en rêve. Gonzague, il a déjà fait les chiffres dans sa tête. Hein. Lui, ça va être hyper rationnel. Non, j'avoue que j'ai pas du tout préparé la question que je découvre en live. Je vois aucun joueur couper. Je vois réellement aucun joueur comme ça à couper. Un contrat à restructurer, oui, Arik Armstead, il faut le restructurer le contrat, ça c'est sûr, il est beaucoup trop cher. Mais alors, à couper, je vois pas du tout. Si elle se trouve, ça va me venir après l'émission, mais là, comme ça en live, je vois pas. Pour ce qui est du recrutement, en effet, un tackle, on a encore Trent Williams, sauf si Trent Williams prend sa retraite avec une bague au doigt. Mais sinon, oui, je partirais soit sur un corner, voire, parce qu'on ne sait pas vraiment à quelle fin J.R. Brown a réellement été drafté en fin de 3e tour, je pourrais aller avec la retraite de Tashon Gibson sur un safety. Dans la mesure où est-ce que J.R. Brown a été drafté pour être un substitut, parce que ça reste une fin de 3e tour. Gonzague, les gens veulent des blazes, pas des postes. Ah, pardon. Ni une analyse de 4 pages. Safety ou corner, alors. Olivier? Donc, on va faire simple. Si Trent Williams il arrête sa carrière, on prend le left tackle de Détroit, dont le nom m'échappe. Penny Sewell. Il joue à droite. Il joue pas à gauche? Non, il joue à droite, c'est Taylor Decker qui joue à gauche. Ah ben donc voilà, donc pour te dire comme je suis bien la NFL. Et sinon, on enlève Gibson et on prend le gars des Ravens. Tyler? Kyle Hamilton? Bon, oublie. Kyle Hamilton, voilà. Oublie. Oublie. Pourquoi? Parce qu'il est C'est dans les c'est le meilleur joueur de NFL à son poste quasiment. Attends, on a dit sans contrainte, on prend le joueur qu'on veut. Oh, tu m'empêchais de virer Ambry Thomas et de prendre Patrick Mahomes. C'est bien que je trouve quelque chose. Et remarque, Patrick Surtain n'est pas beaucoup moins intouchable que Kyle Hamilton en soi. Surtain est plus possible que Hamilton à mes yeux. Parce qu'il joue aux Broncos alors que Hamilton joue aux Ravens. Moi, je vais partir sur qui couper. Moi, j'ai la réponse hyper droite. Qui coupait Randy Gregory parce qu'il coûte 0 en dead money. Voilà, c'est un peu chiant comme réponse, mais c'est ma réponse. Sinon, on arrête la vanne Demetrius Flanagan Falls. Moi, je le répète depuis au moins 3 ans, mais faut arrêter les bêtises. Qu'est-ce qu'il faut encore dans notre effectif? Et comme signature, moi, je suis sur les mêmes postes que vous. Hein, potentiellement peut-être un corner, mais même si je trouve que nos corners, ils font le taf. Clairement, et du coup, peut-être plus un tackle. Mais par contre, du coup, je suis d'accord avec Olivier, Penny Sewell, que ça soit à droite ou à gauche, peu importe. Je t'ai fait un peu de la vanne parce qu'il joue à droite, mais je suis certain qu'il ferait vraiment le taf à gauche aussi. Je suis d'accord avec toi. Ah, j'avais complètement oublié Randy Gregory. Ah, là, c'est une évidence. Ouais. Ah oui, Gonzague, est-ce que c'est une question de dead money ou c'est une question de vendetta personnelle? Dead money. Non, dead money, parce que il va être remplaçant et le salaire qui est le sien ne peut pas être celui d'un remplaçant et il vaut 0 en dead money. Donc oui, c'est une évidence absolue. Il y avait une autre question c'était pas une question de Denis, c'est Denis qui nous donnait ses tops. Ses tops, c'était Elijah Mitchell, le côté droit de l'Ohio Line qui a prouvé qu'on pouvait courir de son côté-là, et la semaine de congé. Et son flop, c'était les defensive backs. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus, pour le coup. Et la dernière question, c'est une question de José. Alors, messieurs, je vais vous demander de vous concentrer parce que je vais vous proposer des petits trucs. Il y a 3 scénarios, ok? Lequel vous préférez? Est-ce que vous préférez le scénario 1 avec Joe Montana? Ça mélange les époques, hein, donc va falloir s'accrocher. Joe Montana avec receveur Brandon Ayuk, avec running back Roger Craig, coaché par Kyle Shanahan. Ça titille le bavant d'Olivier. Est-ce que vous préférez Steve Young, Terrell Owens, Christian McCaffrey, coaché par Jim Harbaugh? Ou est-ce que vous préférez Brock Purdy, Jerry Rice, Frank Gore, coaché par Bill Walsh? Oh putain.
Elle est belle. Mais moi, j'ai ma réponse tout de suite. Moi. Le- Moi aussi, j'ai ma réponse tout de suite. J'ai trouvé la question super. Déjà, la question est super intéressante. Et j'ai trouvé le mélange hyper bien fait parce qu'il est Faut hyper. dire merci à José encore une fois. Ouais. Merci beaucoup, José, et bravo pour tout ce que tu fais, mon gars. Franchement, merci beaucoup. Et comme on dit, Félix Agnos Mueve. Exactement, surtout pour José. Alors, une réponse peut-être ou moi, mon cerveau, il a bugué quand va, j'ai dit ça. Je veux bien commencer. Vas-y, allez. Je vais aller avec Steve Young, CMC et Jim Harbaugh parce que voilà, ça se passe de commentaires. Je les adore tous. Et ben moi, mais d'une évidence absolue, bizarrement, sans la moindre hésitation, réponse C, puisque j'adore le système West Coast de Bill Walsh. Jerry Rice, je suis juste archi fan. Frank Gore, vous connaissez mon amour pour Frank Gore. C'est mon joueur offensif fétiche des 49ers et je suis devenu le bandwagonner absolu de Brock Purdy. Donc réponse C sans la moindre hésitation. Olivier. Et c'est là qu'on voit qu'on est tous d'accord, parce que moi, ça sera la réponse A, bien entendu, avec Joe Montana. C'était d'une évidence. Montana avec Ayuk, coaché par Shanahan, et Roger Craig, parce que bon, vous savez pas, mais Roger Craig, c'était CMC à l'époque, je veux dire. Donc voilà, mais Joe Montana, voilà. Du moment que vous avez commencé par Joe Montana, voilà. C'est sûr, même si vous m'avez dit Joe Montana avec Ambry Thomas, j'aurais quand même pris Joe Montana. Et là, vous me mettez on the spot parce que du coup, je vais devoir faire la décision. Moi, je vais suivre Kevin. Je vais aller sur la 2. Parce que Steve Young, parce que Terrell Owens, en vrai, même si certains dans ce podcast ne sont pas fans de Terrell Owens, qu'est-ce qui était fort? Parce que Christian McCaffrey, tout simplement. Et parce que costé par Jim Harbaugh, ça peut être tellement fun. Ça pourrait être. Alors, ça va être du grand n'importe quoi. Hein. Alors, vous attendez pas à quoi que ce soit de vraiment cadré. Terrell Owens, coaché par Jim Harbaugh, ça va partir dans tous les sens. Mais ça peut être tellement fun. Jim Harbaugh sur le bord de la touche, c'est le coach le plus divertissant de l'histoire de l'humanité. Juste pour ça. Mais surtout, la question est très bien faite parce que s'il y a bien un quarterback qui peut encore s'améliorer au contact de Jim Harbaugh, c'est bien Steve Young dans son style. Et à l'inverse, Joe Montana dans le système Shanahan, ce serait dingo. Et gros, file Jim Rice à Brock Purdy, regarde. Ah oui. Jerry Rice, pardon. File Jerry Rice à Brock Purdy et regarde. Tu mets Jerry Rice dans le NFL moderne qui est tourné vers la passe, mais il explose encore ses records de yards à la réception qu'il avait fait à l'époque. Non, mais ce serait extraordinaire. Alors que Jerry Rice vient de passer la barre des 19 milliards de la saison. C'est ça. Ça serait Alors, Gonzague qui dit que la question est bien faite alors qu'il n'y a ni Alex Smith ni Jimmy Garoppolo dans les propositions. J'aime énormément ça. Je sais être objectif quand même. Non, je sais être objectif. On parle de 3 quarterbacks au-dessus de 2 autres quarterbacks que j'ai adorés et que j'adore encore aujourd'hui. Mais non. Purdy, Young, Montana, ça reste le trio des 49ers. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, en tout cas, on vous remercie pour les questions. N'oubliez pas Gonzague et Olivier sur Facebook qui n'ont pas posé les questions. Donc, je vous invite à les lyncher sur le groupe. On va passer au jeu de la semaine. Est-ce qu'on a un petit jeu, messieurs, Oui, et qui est le maître du jeu? Et c'est Kevin le maître du jeu, j'ai l'impression. Donc, on va y aller par élimination encore une fois de plus. Mais cette fois, il n'y aura qu'un seul droit à l'erreur. Parce que vous allez comprendre pourquoi. On recherche les équipes que les 49ers ont battues en playoff dans l'histoire de la franchise. Il y a exactement la moitié des équipes de la ligue. Donc, vous avez un droit à l'erreur seulement. Ok. En playoff, on est d'accord. Donc, il n'y a pas les Lions. En playoff uniquement. Donc, on va commencer par Elliot, ensuite Gonzague, ensuite Olivier. Allez, ça m'aurait étonné, je ne suis pas dernier encore. Tu as tous les jeux, donc tu vas être en dernier. Merci. Arrête de gagner si tu veux commencer. Arrête de gagner. Oh, ça va. Donc, Elliot, on t'écoute. On va aller sur une évidence, les Cowboys. Les Cowboys. Les Saints. Les Saints aussi. Olivier. Les Bengals. Les Bengals aussi. Les Seahawks. Les Seahawks aussi. Les Packers. Packers aussi. Les Dolphins. Les Dolphins. Oui, c'est sûr. Bah oui, mais je les ai pas dans ma liste. Je les ai ratés, mais oui, les Dolphins. Ah bah oui, ils ont battu au Super Bowl. Oui. C'est mon erreur. Voilà. Les Chargers.
Les Chargers aussi. Allez, j'ai envie de prendre un risque, tant pis. Les Bills. Mais non, Les Bills, non. Bah non, ils sont en Attention, AFC. t'es au bord de l'élimination. ça vient à Ah bah moi. non, bah non, je suis éliminé puisque c'est qu'une faute, t'as dit. Non, non un droit à l'erreur, non. Ça T'as vient un à droit moi. de rater une fois. Sinon, Un c'était droit à 0 l'erreur. droit à l'erreur. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Ça vient pas à moi, il recommence tant qu'il trouve pas. Oui. Bah, c'est un droit à l'erreur, pas 0. Du coup, il a encore une chance. Mais c'est comme les autres jeux où quand tant que tu ratais, tu continuais. Bah, bon, ouais, c'est pas. Allez, vas-y. Tiens, du coup, tu m'as pris de court, complètement de court. Je dirais les Giants. Les Giants. Alors, l'équipe que tu cherchais, c'était les Broncos. Non, j'assume mon erreur sur les Bills. Ah ouais, parce qu'en AFC, c'est les Broncos, la 4e équipe que Montana a battue. Effectivement, les Broncos. 55-10. Ça va être dur à battre ce jeu-là. Les Vikings. Les Vikings aussi, très récemment. Du coup, les Jets. Et non, élimination de Gonzague. Mais Gonzague, tu le fais exprès ou quoi? Je suis pas inspiré. Les 5 Super Bowl. On a donné les 5 équipes contre qui ils ont joué San Francisco, vu qu'on a battu 2 fois les Bengals saucisson. Partant de là, tu peux plus avoir d'équipe en AFC. Ah oui. Et c'est vrai ça. Bien Ça, joué. J'avais la même réflexion et en plus, j'avais oublié les Broncos. Donc, merci, Olivier. Et sérieux, tu avais oublié les Broncos? J'avais oublié les Broncos. D'accord. Donc Olivier, c'est à toi. Donc il y a un petit point, il reste 2, 4, 5, 6, 7 équipes à trouver. Ah bah, du coup, t'as donné un bon indice, là, déjà. Bah, Après- Non, mais après, ouais, pour le coup, je l'avais l'indice aussi. Je cherchais même plus d'équipe AFC là. On n'a jamais fait sauter les Rams en playoff? C'est ta proposition? Ouais. Eh bien non. On n'a pas fait sauter les Rams en playoff? Ah putain, c'est vrai qu'il n'y avait que 2 matchs. Attends. Eh ben, il y a, comment ça s'appelle? Il y a Carolina, l'année avec Kaepernick, Exact, les Panthers. où il fait Superman, comme il faisait Cam Newton. Les Redskins. Effectivement. C'était celle avec laquelle j'avais hésité à lui dire Jets. Les Ouais, Falcons, les Falcons, la même année, l'année où on va les battre chez eux. Effectivement, les Falcons. Mhm. Donc, juste pour vous aiguiller un petit peu, on a éliminé toutes les équipes qu'on a battues sous l'ère Jim Harbaugh et après. Ok. Il en reste combien? Il en reste 4. Ok. On peut finir le jeu. Elliot. Mais si ça finit comme ça, c'est Elliot qui a gagné puisqu'il ne s'est pas trompé. Oh, tout est fait pour pas que je gagne. C'est pas possible, ça. J'ai 0 erreur pour l'instant. Pour l'instant, j'ai 0 erreur. Je vais peut-être me tromper. Les Eagles? Les Eagles, c'est validé. Les Bears. Les Bears, c'est validé aussi. Bien joué, ouais. Il reste les 2 plus anciens. Les Cardinals. C'est non. Ah! Fuck. Putain. Mais d'ailleurs, vous avez dit qu'il n'y a plus d'équipe en AFC, ce qui est faux. Bah oui, Parce il qu'il y y a a des transferts. Il y a des Parce qu'il y a eu transferts des de transferts. conférence. Et sûr que j'étais pas avec nous à l'époque. Il reste une équipe de NFC et une équipe d'AFC. Ah, c'est dommage que je joue plus. Il y en a une, j'aimerais tellement la tenter. Je suis juste en train de faire la liste des équipes dans ma tête, en fait. Ben non, celle-là, non, pas celle-là. Putain, je suis sûr, à tous les coups, en plus, si ça se trouve, il y a des équipes, elles n'existent même plus. Non, toutes les équipes existent. J'ai éliminé volontairement celles qui n'existent plus. Il y avait notamment les Yankees à un moment donné. Les Bulldogs de Canton. Non, bah écoute, faut bien donner une réponse parce qu'on va pas rester là toute la nuit. Facile, hein? Ouais, non, c'est pas facile, non. C'est pas facile, non. Allez, puis les Buccaneers. C'est non.
Victoire d'Olivier. Donc du coup. Olivier, il faut qu'il le valide. Mais oui, victoire d'Olivier, évidemment. Parce qu'on a autant de. Bah non, là, Olivier et moi, on a autant de bonnes réponses. Ouais, c'est vrai, il faut qu'Olivier valide. Donc, tu as dit, il reste une équipe NFC et une qui est en AFC maintenant, c'est ça? Exactement. J'ai un indice, mais je le garde si Olivier se trompe, pour vous aider. Je peux ne pas Mais dire. je pense que je l'ai, l'équipe NFC. En NFC, on a fait. Les nôtres, on les a toutes dites. Tu es sûr en NFC? Parce que Ouais. dans ma tête, on les a toutes dites. Bon, je donne pas les noms. Je suis en train de réfléchir. Mais je pense Ouais, aussi que je j'ai suis- assez. J'en vois ce aucune. genre. Mais Bah, ouais, j'avoue qu'elle est surprenante. Maintenant, je l'ai. Putain! On parle quand même des années 80 et avant, donc c'est sûr. Putain, je Le l'ai. paysage n'est pas exactement le même. J'ai envie Pardon de crever. Bah, de toute façon, le calcul en vrai en NFC, moi qui l'ai, il est facile. Il y en a qu'une seule qu'on n'a pas dite. Ben, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on n'a pas dit. Ouais, non, mais je pense que je l'ai aussi, du coup. Je l'ai Parce que aussi. là, ouais. Je crois qu'on l'a pas dit, en effet. faut que je- Mais en plus, c'est tellement plus évident que de dire Buccaneers comme un connard, quoi. Putain. Kevin, il me balance. Bah ouais, il reste que les deux plus vieux et moi je dis Buccaneers. Je suis débile. Les Buccaneers, ils n'existaient pas à l'époque. C'est pas faux. C'est vrai. Écoute, je n'arrive pas à le remettre en tête. Je vais dire les Raiders. Eh bien non, Mais putain, les Lions, bordel de merde. les Lions. Et les plus anciens, que vous l'avez, c'est une franchise qui est actuellement qualifiée pour les playoffs. Les Chiefs? Les Ravens Non. sous le nom des Browns? Les Browns. Ouais, donc les Ravens d'aujourd'hui. Ouais, non, les Browns d'aujourd'hui, ils ont gardé l'histoire. Ah oui, pardon. T'as raison. Bah oui, Les Olivier, il a fait la vanne des Lions au début pour dire bon, c'est pas les Lions et on est tous passés à côté. Ben, c'est clair. Bah les Lions, en fait, ils gagnent pas de match de playoff, mais la question, c'est pas qui nous a battus, c'est qui nous on a battus. Moi, putain, mais je suis nul. Mais j'y ai pensé après aussi parce que dans ma tête, au moment où je dis Buccaneers, j'ai Lions, Buccaneers. On n'a pas dit Lions déjà? Oh, je sais plus. Bon, bah Buccaneers. Parce que je les ai fait. J'ai dit, mais c'est pas les Lions. Dans ma tête, je dis non, c'est pas les Lions. Bon, on a fait match nul. Bon, j'ai encore gagné, quoi, ça va. Bon. Quel escroc. Ça Alors, donne une nouvelle chance d'être dernier au alors, prochain jeu. dans les faits, vous avez fini à égalité. Et dans la chance qui a suivi, Elliot a gagné le jeu. Et puis, on a tous les deux eu 2 erreurs, mais moi, ma première erreur est arrivée beaucoup plus tard. Hein, si on veut jouer sur les mots. Non, mais regarde les deux petits hauts, là. À la retraite. Bon, merci de nous avoir suivis en tout cas sur ce 61e épisode du Fetch Foot Podcast. Dimanche 22h25, hein, pour rappel, au Levi Stadium, dernier match de saison régulière contre les Rams. Match pour du beurre, donc s'il y en a un à louper d'ici la fin de la saison, c'est peut-être celui-là, parce que derrière, tous les matchs seront absolument immanquables. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ça et pour débriefer surtout. On aura le programme entier des playoffs. Notre programme à nous en playoffs, on le connaît puisqu'on ne jouera pas la première semaine. Mais on pourra commencer à se projeter sur nos potentiels adversaires. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis comme d'habitude, go Niners. Salut, salut. Good night. Ciao, ciao, ciao. Come